Nous revoilà pour le deuxième webinaire de l'après-midi. Je t'ai pas démuté. Ben, si. Si, si. Non, c'est toujours en mute. Je te le mute. Non. Voilà. Nous revoilà. Ils sont coupés. C'est Ah, non, long. ah, là, j'étais coupé. Ah non, mais là, ah non, voilà. Très bien, nous revoilà pour le deuxième webinaire de l'après-midi. Et nous allons donc maintenant parler d'un service qui s'appelle Amazon Machine Learning et qui est un service managé pour faire du machine learning, pour résoudre des problèmes de régression, des problèmes de classification semblables à ceux que nous avons vus tout à l'heure. Donc on va parler un petit peu du service, évidemment, on va parler de ses fonctionnalités, on va parler de son positionnement, de son intérêt. Ensuite, je vous donnerai quelques exemples de clients qui s'en servent. On parlera évidemment un peu d'architecture, de comment on peut intégrer Amazon Machine Learning dans des architectures sur AWS, comment Predixis vient compléter Amazon Machine Learning également. Et puis bien sûr, on va faire une démo, du service. On va prendre un dataset, on va l'entraîner, on va évaluer le modèle, on va déployer le modèle, et puis on va invoquer ce modèle à partir d'une application en Java. Et puis, on répondra à nouveau à vos questions. N'hésitez pas à les envoyer dès que possible pour que Hugo puisse les trier. Alors, commençons donc par parler d'Amazon Machine Learning. Alors, Amazon Machine Learning, c'est un service qui a maintenant, qui doit avoir à peu près 3 ans, et qui a été construit dans un but unique, on pourrait dire, qui est de simplifier le machine learning, de le rendre accessible à des développeurs qui ne sont pas des experts dans le domaine. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, dans le premier webinaire, on se retrouve très vite à parler d'algo, à parler de paramètres, à parler d'optimisation, etc., etc. Même, vous avez vu mon exemple dans la feuille Excel, qui manifestement vous a beaucoup plu, donc tant mieux. Très vite, finalement, on rentre dans des détails extrêmement fins, dans lesquels on peut se perdre assez vite si on n'est pas un spécialiste, parce que je vous ai vraiment montré des exemples simples, mais d'une part, les choses sont évidemment beaucoup plus compliquées que ça, d'autre part, il y a une quantité d'algo assez importante, et puis chacun de ces algos peut être paramétré et utilisé encore plein de façons différentes, donc là aussi, la combinatoire devient compliquée. Et lorsqu'on a un problème assez simple à résoudre, on n'a pas envie, pas le temps, pas les compétences de passer des jours et des jours, pour pas dire des mois, à optimiser ce truc à la 5e décimale. Donc vraiment, le but d'Amazon Machine Learning, c'est de rendre les choses simples. Donc si vous êtes, comme je dis toujours, si vous savez faire 10 lignes ou 20 lignes de Python, vous savez utiliser Amazon Machine Learning. Et vous allez, on va le voir tout à l'heure, de Python ou de Java. Si vous savez écrire 20 lignes de code, vous savez entraîner un modèle et vous savez le déployer et vous savez vous en servir. Donc c'est un service qui est simple, donc qui s'adresse à quelques classes de problèmes bien définies, donc qui ne conviendra pas à tous les types de problèmes. Moi je l'appelle Amazon ML, je l'appelle l'autoroute vers le machine learning, c'est un terme qu'on entend souvent utiliser, parce que c'est vraiment ça, c'est le moyen le plus simple d'aller du point A au point B, c'est de prendre l'autoroute. Donc s'il y a une autoroute et que votre véhicule il est capable de rouler sur l'autoroute, et ben prenez donc l'autoroute. Amazon ML c'est ça. Si votre problème rentre bien dans les cases, il n'y a pas plus simple, et on peut même, vous allez le voir, faire des modèles et pas écrire une seule ligne de code. Okay, donc la contrepartie, comme je disais, c'est si votre problème est un peu particulier ou ne rentre pas dans les cases, vous ne pourrez pas utiliser Amazon Machine Learning. Mais ça vaut toujours le cas, ça vaut toujours la peine de jeter un œil à Amazon ML et de se dire, tiens, avant qu'on se lance dans des choses plus compliquées, est-ce que finalement on ne peut pas résoudre le truc avec Amazon ML, avec une précision très correcte, c'est fait en une journée, on n'en parle plus et on se concentre sur notre problème business et pas sur de la plomberie. Alors, c'est un service qui est simple, mais il ne faut pas croire que c'est un service qui est bricolé ou anecdotique. C'est un service qui a été développé par Amazon, Amazon.com, qui est utilisé de manière intensive chez Amazon pour faire de la construction de modèles à l'échelle, etc. Et de l'utilisation. Donc c'est quelque chose qui tourne, quoi. C'est bien huilé, ça marche bien, ça fait ce que ça doit faire.
Donc le but du jeu, ça va être de prendre des données qui sont déjà dans AWS, on va voir quelles sont les sources de données possibles, et puis de créer un modèle, de définir quelques paramètres très simples et de créer un modèle. Et vous allez voir, vraiment, on va se poser finalement, on va nous demander de répondre à très peu de questions. Et puis surtout, une fois que le modèle est entraîné, en quelques secondes, on va pouvoir le déployer derrière une API HTTP et on va pouvoir utiliser cette API dans nos propres applications. Et on l'a dit tout à l'heure, hein, je ne sais plus quelle est l'expression que tu utilisais Jean-Louis, mais ce fossé entre le monde de l'expérimentation, de la data science et le monde de la production, c'est un fossé qui est vaste et voilà. Compliqué. Voilà. Et, et là, on va régler ce problème. On va régler ce problème en quelques secondes. Donc c'est vraiment intéressant. Donc ce service, on peut s'en servir de deux manières. On peut s'en servir dans la console, c'est la démo que je vais faire aujourd'hui. Hein, vous allez voir, lorsqu'on expérimente, c'est plutôt sympa de travailler avec une console plutôt que des API. Donc on va uploader notre dataset, on va observer des propriétés du dataset, etc. Et puis on va lancer l'entraînement du modèle. Bien sûr, hein, je vais le faire dans la console, mais comme toujours chez AWS, tout est une API. Donc toutes ces actions peuvent être automatisées via l'un ou l'autre des SDK AWS. Et c'est là aussi l'un des avantages de ce service, c'est que on peut très facilement automatiser l'entraînement, le déploiement des modèles. Donc si vous avez, si c'est la croix et la bannière pour vous de déployer un modèle avec votre techno habituelle, bah là avec Amazon ML, vous pouvez entraîner et déployer 100 modèles par jour automatiquement si ça vous chante, spécialiser vos modèles pour vos différents cas d'usage, etc., etc. Donc on l'a dit, c'est un service qui provient de l'expérience interne d'Amazon. Donc il est simple, certes, mais je dirais il intègre les bonnes pratiques et les quelques bons réglages dont on a le plus souvent besoin. Donc on ne trouvera pas tous les leviers, tous les petits boutons qu'on a envie de tourner quand on veut tweaker et optimiser tous ces algos. Donc il va falloir faire le deuil de ça, mais en échange, on va avoir voilà, un service qui tourne, qui est capable de passer à l'échelle, autant en termes de quantité de données à entraîner qu'en termes de prédiction. Donc il n'y a pas de problème de scalabilité autour de ce service. Les données que vous allez utiliser pour entraîner vos modèles, elles peuvent être soit dans S3, soit dans Redshift, donc notre data warehouse, soit dans RDS. Okay, donc si elles sont dans S3, très simple, vous allez pointer Amazon Machine Learning sur votre bucket S3 et les fichiers concernés. Si elles sont dans Redshift ou dans RDS, vous avez la possibilité d'écrire une requête SQL qui va aller extraire les données de la base. Moi, c'est un truc que j'aime bien parce que ça permet d'avoir effectivement des données plus ou moins... On a perdu le son. Donc les données peuvent être hébergées soit dans S3, soit dans Redshift, soit dans MySQL. T'es en Ethernet ou en Wi-Fi? Je suis en Ethernet. Hein. Donc c'est pas ça. Hein. Tu veux que je remette le Wi-Fi hein. Plateforme qui peut... Ah, la bonne vieille époque d'Adobe Connect. Putain. Redémarre votre webinaire. Encore? Ouais, j'ai pas d'autre solution. Turn it off and turn it on again. Je peux dire juste aux gens que c'est normal. Oui, bonjour tout le monde. Petit problème technique sur le Mac de Julien. Donc on redémarre le. C'est pour moi ici, hein, on redémarre le son. Enfin, on redémarre GoToWebinar sur son ordinateur et on reprend juste après. Comment c'est cette plateforme? Je te vois encore. Alors, est-ce que mon audio est revenu? Oui, ça a l'air d'être bon. Ok. Voilà, désolé pour ça. Donc, je disais, pour ceux qui n'auraient pas entendu,
Les données peuvent être soit dans S3, soit dans Redshift, soit dans RDS. Donc si elles sont dans S3, vous allez aller les piocher dans le bucket concerné. Si elles sont dans Redshift ou dans RDS, vous allez écrire une requête SQL qui va aller extraire les données de la base. Donc c'est sympa parce que ça permet de faire quelques transformations, un peu de filtrage, etc. Okay. Et puis les résultats de prédiction vont être écrits dans S3. Donc tout ça est entièrement managé. À aucun moment il est nécessaire de démarrer un serveur, de gérer l'infrastructure. C'est vraiment un service managé de haut niveau, comme S3 finalement, où vous accédez au service et c'est tout. Vous n'utilisez rien de précis, vous ne provisionnez rien, vous ne managez rien. Voilà. Vous uploadez vos données, vous créez votre modèle et c'est tout. Okay. Donc c'est vraiment, pour des gens qui n'ont pas envie de gérer en plus de l'infrastructure, parfait. Vraiment c'est la bonne solution. En termes de coût, donc voilà le coût du service. Donc vous payez, on va dire pour deux choses. Vous payez pour le temps d'entraînement, okay, donc sachant que les durées d'entraînement sont jamais très très longues. On ne parle pas d'entraînement de 3 heures. Hein. Enfin, je veux dire, généralement, c'est. Moi, dans mon expérience, même avec des datasets un peu gros, on va être quelques dizaines de minutes. Enfin, voilà, on est bien rare que ça dépasse ce genre de choses. Donc on va payer pour l'entraînement et puis on va payer pour les prédictions. Okay. Donc les prédictions qu'on pourra faire en batch ou en mode batch ou en mode temps réel, on va voir ça tout à l'heure. Okay. Mais bon, au final, finalement c'est un service qui ne coûte que si on s'en sert, ce qui est une bonne chose. Voilà, donc si vous entraînez, ça coûte un tout petit peu. Si vous utilisez les prédictions, ça coûte un peu. Si vous n'en servez pas, ça ne vous coûte rien. Voilà, il n'y a vraiment pas de... Il y a peut-être un minimum un tout petit frais fixe pour le endpoint temps réel qui aura été déployé, mais c'est vraiment négligeable. Alors un exemple de client qui se sert de Amazon Machine Learning, on parlait de prévention de fraude tout à l'heure. Donc là c'est une société qui s'appelle Fraud.net, dont les clients sont des e-commerçants essentiellement, donc qui aident les e-commerçants à décider si telle transaction faite par un des clients de ce site est frauduleuse ou pas. Et donc, pour avoir travaillé dans l'e-commerce dans une vie antérieure, lorsqu'on veut faire ce genre de choses, on va essayer de prendre en compte plein de paramètres. Hein. Alors, il y a des choses évidentes, effectivement. On va comparer l'adresse et l'adresse de livraison et l'adresse de la carte. On va regarder l'adresse IP. On va regarder est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà commandé ou pas. On va regarder le montant de cette commande par rapport aux commandes antérieures. Alors, bref, il y a tout un tas de paramètres comme ça. Et ce qui est compliqué, c'est qu'on a du mal à faire un modèle qui va intégrer tous ces paramètres. Voilà. Donc on va plutôt faire un modèle par paramètre. On va avoir tendance à aller jusque-là, faire un modèle par paramètre ou par couple de paramètres. Et puis on va faire un scoring global en parallèle sur tous ces modèles-là. Et puis on va calculer un score agrégé. C'est souvent ce qu'on fait. Et donc là, la capacité à entraîner plein de modèles en parallèle, à les déployer, etc., est importante. Et là, on voit, c'est ce que fait Fraud.net. Hein, ils ont plusieurs dizaines de modèles. Et s'ils veulent tester un nouveau modèle sur un nouveau paramètre, ils l'entraînent, ils l'ajoutent dans leur plateforme. Et j'ai envie de dire, et voilà, on dédramatise le fait de créer un modèle, déployer un modèle. C'est quelque chose d'assez simple. Et là, comme on le disait tout au début du premier webinaire, on ne s'appuie pas sur des intuitions, des règles métiers, oui, mais si l'IP elle est comme ça et que l'adresse de livraison elle est comme ça, parce qu'une fois on s'est fait avoir, oui. Peut-être qu'une fois on s'est fait avoir, bon, mais c'est un algorithme et un modèle qui doivent décider de ça, pas une intuition. Et sur la détection de fraude, malheureusement, souvent, on est encore beaucoup dans le gut feeling, hein, l'intuition, ah oui, mais je me souviens d'un truc. Bon, non, laissez le modèle apprendre, et ici, laissez les modèles apprendre. C'est eux qui vont vous guider. Un autre exemple qui est assez rigolo, c'est une start-up américaine qui s'appelle Upserve. Donc, ils font une suite logicielle pour les restaurateurs, pour les restaurants. Et une des fonctionnalités de... Attends un peu. Ça doit être le, je sais pas, un standard buffer, je sais pas quoi. Je parle trop vite. Hein. Après, tu vas me dire que je suis en retard. Ah ouais, là, c'est pas fort. Faire un bon vieux speed test. Mais on m'entend pas ou... Non, ça coupe complètement. Ah. Donc deuxième cas d'utilisation d'Amazon Machine Learning, une société qui s'appelle Upserve, qui a une offre SaaS pour les restaurateurs. Donc, il y a plein de modules dans leur offre, et il y en a un
qui prédit au restaurateur combien de clients vont venir ce soir. Moi, je trouve ça rigolo. C'est un usage amusant du machine learning. Et c'est évidemment une donnée importante pour les restaurants, parce qu'en fonction de l'affluence, ils doivent faire leurs achats, prévoir le nombre de serveurs, etc. etc. Et donc voilà, ici aussi, on a plein de paramètres, plein de modèles, et ce qu'Apprécie observe, c'est finalement la capacité à construire ces modèles, les déployer, les utiliser, enfin industrialiser le processus de machine learning, en n'étant pas un expert du sujet, en n'ayant pas à gérer l'infrastructure. Pour des startups, c'est quand même important de se concentrer sur le produit. Ici, le cœur de l'activité, c'est offrir des solutions aux restaurants. C'est pas d'avoir une équipe de machine learning de pointe, même si cette fonctionnalité leur est utile. Donc voilà, ils se concentrent sur le cœur de l'activité, et puis le reste est délégué, on va dire, à Amazon Machine Learning. Alors comment est-ce qu'on construit des modèles? Vous allez voir, ça se passe en 3 étapes, c'est simple. Alors la première étape, eh bien, ça va être donc d'entraîner le modèle. Donc on va uploader des données, on va créer ce qu'on appelle une data source. On va analyser un peu cette data source, on va regarder quelle tête elle a. On va éventuellement faire quelques transformations si on en a envie, séparer des champs, regrouper des champs, ce genre de choses, appliquer quelques recettes. Et puis on va faire l'entraînement. Okay. Ensuite, une fois que l'entraînement est fait, on va évaluer la qualité du modèle. Okay, donc on va voir est-ce que c'est un bon modèle, il y a des métriques objectives qui nous permettent de savoir ça. Éventuellement, on va pouvoir régler un ou deux paramètres dans ce modèle. On va voir ça dans quelques minutes. Et puis, on va déployer le modèle et on va pouvoir faire soit des prédictions en mode batch. Donc on va uploader un ensemble d'échantillons et puis on va demander une classification ou une prédiction. Ou alors, on va déployer le modèle derrière une API et on va invoquer cette API pour faire des prédictions temps réel. Voilà, c'est tout. Et donc, on va passer à une démo. Donc, je vais vous montrer, on va faire une régression linéaire. Maintenant que vous êtes au point sur la régression linéaire, on va jeter un œil au dataset quand même, c'est le plus important. Voilà, ok. Donc, c'est un dataset public de données bancaires qui ressemble à ça. Donc on a, je crois de mémoire, on a 20 colonnes. Donc on voit en haut, ici on voit les descriptions, l'âge, le métier, le statut marital, le niveau d'éducation, etc., etc. Et tout un autre tas de paramètres. Okay. Donc ici on voit que cette première personne a 44 ans, c'est un col bleu, il est marié, etc., etc. D'accord ? Donc on a 20 attributs. Et puis on a un 21e attribut, en tout cas une 21e colonne, qui nous dit si cette personne-là a répondu de manière favorable à une campagne marketing. Okay ? Donc là on est vraiment dans la CRM et on essaie de prévoir, si cette personne-là va répondre ou pas à cette offre. Okay ? Alors ici on voit par exemple que celui-là, eh bien, lui, oui, historiquement, il a répondu positivement à cette offre. Alors, on pourrait me dire, ben, c'est pas un problème de régression, c'est un problème de classification, là, parce qu'on voit, il y a 2 classes, c'est 0 ou 1. Mais en pratique, on veut vraiment faire une régression parce qu'on veut, prédire une probabilité. Donc ici, il faut vraiment le comprendre comme 0% et ici 100%. Sachant qu'évidemment, quand on va prédire, on va avoir une valeur entre 0 et 100. Okay ? Donc ce qu'on veut, c'est sur la base de ce dataset qui comporte à peu près un peu plus de 40 000 lignes, on veut pouvoir construire un modèle et puis prédire de nouveaux échantillons et voir si eh bien, ils sont susceptibles de réagir ou pas à cette campagne. Alors, en avant... Alors, je l'ai déjà fait, parce que vous voyez, c'est des étapes qui prennent 3-4 minutes à chaque fois, et c'est pas très intéressant de regarder, c'est aussi intéressant que de regarder les pas de cuir. Donc, je vais faire les étapes, d'accord, et puis je vais vous montrer les étapes, et puis on lancera pas l'entraînement, évidemment, on passera à l'étape d'après. Donc, tout commence par la création d'une data source. Okay. Donc, ici, on me demande où sont mes données. Donc, alors, ici, elles sont en S3. Donc,
Ouais, ils sont dans ce bucket. Et mon fichier s'appelle donc banking.csv. Ok. On va donner un nom à la data source, on va l'appeler webinar, pas original. Mais on va vérifier qu'on arrive à accéder à ce fichier. Ok, tout va bien, donc Amazon ML a les bonnes permissions. Voilà, donc je sais accéder à mon CSV. Très bien. Donc là, je vais pouvoir prévisualiser un certain nombre de choses. Alors, est-ce que la première ligne de mon CSV contient les noms de colonnes? Ben oui. Donc ça va m'être utile. Voilà, donc là je vois ici mes 20 colonnes, donc 10 là, et évidemment 10 sur la page suivante. Et vous voyez que automatiquement Amazon ML va comprendre le type de données. Donc évidemment l'âge, c'est une valeur numérique. Vous voyez qu'on a le choix entre binaire, catégorie, numérique ou texte. Le job, c'est une catégorie. Le statut marital, c'est une catégorie. L'éducation, c'est une catégorie. Voilà, le reste, il y a beaucoup de catégories. Le mois, le jour de la semaine, tout ça sont des catégories. Okay, puis on voit quelques exemples de valeurs, donc rapidement comme ça, on peut se dire ok, ça a l'air bon. Là je vois qu'ici j'ai des données purement financières, des taux d'emprunt, etc. Et là par contre on est bien sur des valeurs numériques. Okay, donc voilà, de manière très simple comme ça, on peut s'assurer que Amazon ML a bien compris le type des données, on peut le changer si nécessaire. Bon, et puis j'ai ma 21e colonne ici, qui est ici comprise comme un binaire, mais on va lui dire de faire autrement. Ok, donc mes données sont comprises, parfait. Alors, est-ce que je veux utiliser ce dataset pour créer ou évaluer un modèle? Eh bien, oui. Et donc, je vais lui dire, eh bien, ce que je voudrais, finalement, c'est que tu apprennes à me prédire cette valeur. Ok? Donc ici, alors ici, il va me faire un classifieur binaire. Alors, on va lui changer ça. On va lui dire que c'est une valeur numérique. Continue. Voilà. Continue. Hop, je vais aller un peu vite. Voilà, donc on lui demande, et là il me dit voilà, il me dit j'ai sélectionné un attribut numérique comme étant la cible de la prédiction. Donc, voilà, essaie de me faire une régression linéaire. Ok? Donc automatiquement, il sait que voilà, pour prédire une valeur, il va faire une régression linéaire. Donc vous n'avez pas à vous casser la tête sur quel modèle, quel algo. Voilà, il faut que tu me prédises ça, voilà de quel type c'est. Et vous voyez tout à l'heure, hein, c'était déclaré comme un attribut binaire, donc 0, 1. Donc il comprenait qu'il fallait faire une classification. On lui dit non, non, moi je veux une probabilité. Donc c'est un modèle de régression. Ok, on continue. Mes données non pas identifiants, non. Voilà. Donc là, on a la revue, la data source, la target, donc prédire une valeur numérique, donc on fait une régression, on crée la data source. Voilà. Donc là, il va ingérer mes données, ça prend quelques minutes, on va revenir au dashboard, je l'ai déjà fait. Ok. Et donc je vois ici, c'est la data source que j'avais ingérée hier. Ici, eh bien, il va donc ingérer mes données. Ok. Puis ensuite, je vais lui dire, bah, maintenant, je vais créer un modèle. Ok. Donc, je vais choisir une data source. Donc, je vais dire, bah, tu vas partir de ça. Ok. Voilà les données qu'il va falloir apprendre. Alors ici hier, j'avais construit un modèle de classification. Donc, c'est pas grave. On va faire une classification. Il me propose un ensemble de paramètres par défaut. On va regarder les paramètres custom par curiosité. Voilà, alors là, il me demande si je vais appliquer quelques transformations sur les données. Donc ici, on pourrait faire un peu de feature engineering, un peu de consolidation de champs, de séparation de champs, etc. etc. Il va même proposer, il est capable de proposer par défaut un certain nombre de recettes. Bon, je ne rentre pas dans tous les détails. On va lui faire confiance, on va dire ok, fais comme ça. On va lui dire oui, tiens, de mélanger le dataset, c'est toujours une bonne idée. On peut choisir le niveau de régularisation à appliquer. Alors, sans rentrer trop dans les détails, la régularisation, c'est une technique qui va permettre de générer un modèle qui généralise bien. Donc un modèle qui ne va pas être trop spécifique au jeu de données qu'on est en train de lui fournir, mais qui va généraliser à des nouveaux échantillons. Donc on va dire très bien, L2 reste là-dessus. Est-ce que j'ai envie d'évaluer le modèle?
Oui, donc il va, en fait, pour évaluer le modèle, il va garder une partie du dataset. Il va couper le dataset en deux. Alors ici, vous voyez 70-30. Donc il va prendre 70% du dataset pour entraîner le modèle, et puis il va garder 30% hors entraînement, et pour valider le modèle. C'est-à-dire qu'une fois que le modèle aura été entraîné, il va utiliser ces 30% d'échantillons pour les passer à travers le modèle et me donner une mesure de précision. Le fait important, c'est évidemment ces échantillons, il ne les aura pas vus pendant le training, donc ce sera une mesure effectivement de la généralisation. Ok, donc on peut choisir comment on découpe. Est-ce qu'on découpe séquentiellement ou random? On va dire tiens, découpe en random. Voilà, review. Voilà, et là, très bien, paf, je clique là-dessus et il va créer le modèle. Ok. Et donc une fois qu'il a fait ça, au bout de quelques minutes, on va voir combien de temps ça avait pris hier. Donc le modèle, vous voyez, il a pris 3 minutes. Ouais, alors un petit peu plus parce qu'il y a le découpage. Ouais. Il y a 4 minutes pour le découpage, la création donc, de la data source pour le training et de la data source pour la validation. Et puis l'entraînement lui-même prend 3 minutes. Bon, c'est des temps très courts parce que c'est vraiment un petit dataset. Hein. Voilà, sur des datasets plus volumineux, je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous pouvez voir. Mais... nous, nos solutions, ce qu'elles proposent, c'est 1 giga de données en 15-20 minutes. Donc voilà. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est moi, c'est ce que je vois, c'est quelques dizaines de minutes grand maximum. C'est à comparer aux journées de travail. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, tout est fait complètement automatiquement. Donc c'est toujours pareil. Quand on est les bras croisés devant la console et qu'on attend que ça avance, ça paraît toujours trop long. Mais si on le compare à comment on ferait d'habitude, on se rend compte que les 3 minutes par rapport aux 3 heures ou aux 2 jours, c'est pas cher payé, quoi. Donc le modèle a été entraîné. Donc ici, hein, j'avais donc construit un modèle de classification, puisque j'avais déclaré mon attribut comme une catégorie. Ok, donc on voit que ça a pris 3 minutes, c'est pas très très long. Et une évaluation du modèle a été faite. D'accord, donc avec les 30% de données qu'on a mis de côté, on a mesuré la précision de ce modèle. Donc on voit des métriques. Donc ici on voit une métrique qui est importante, qui s'appelle AUC, donc Area Under Curve, qui est, on va dire, une valeur entre 0 et 1. 0, c'est le modèle est catastrophique, il n'y a rien, en fait il n'y a pas de modèle, hein, les données n'ont aucun sens. 1, c'est parfait, on arrive à construire un modèle qui couvre complètement les échantillons et qui prédit parfaitement bien. Donc 0,93, effectivement, et c'est voilà, extremely good. On considère qu'au-dessus de 0,9, on est bien, quoi. Hein, on est sur un modèle qui a un sens et qui mérite d'être exploité. Alors, on peut avoir un peu plus d'informations sur les perfs. Voilà. Et donc là, on voit en détail, donc on voit que 91% des prédictions sont correctes. Okay, donc la précision, alors l'accuracy, soyons précis, l'accuracy du modèle, c'est 91%. Okay, donc on a le nombre de vrais positifs, le nombre de vrais négatifs, et puis on a 9% d'erreurs. On a quelques faux positifs et quelques faux négatifs. On a des métriques un peu plus avancées ici sur lesquelles je ne vais pas trop donner de détails pour ne pas faire mal à la tête trop dès le premier jour, mais sachez qu'elles sont là. Surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir ajuster le modèle. Donc vous voyez, on va pouvoir faire bouger ce seuil. Donc c'est par défaut le seuil est à 0,5. Donc on va considérer que si on prédit en dessous de 0,5, c'est 0. Si on prédit au-dessus de 0,5, c'est 1. D'accord ? Mais on pourrait dire finalement, moi, ce qu'on disait tout à l'heure, je veux pas de faux positifs. C'est-à-dire, je veux minimiser les faux positifs parce qu'un faux positif, ça me coûte de l'argent. Je vais appeler quelqu'un pour lui proposer une offre qui en veut pas du tout. Donc voilà, c'est une mauvaise expérience client. Donc je veux minimiser mes faux positifs. Donc je vais pouvoir décaler, et vous voyez ici hein, les faux positifs. Je vais pouvoir décaler mon seuil pour minimiser les faux positifs. Alors évidemment, comme rien n'est gratuit en ce bas monde, si je fais varier les faux, si je diminue le nombre de faux positifs, je vais augmenter le nombre de faux négatifs. Donc ça veut dire que potentiellement, je vais passer à côté de gens qui auraient été intéressés, mais que j'appelle pas. D'accord ? Alors, prenons un cas moins rigolo. Imaginez que on essaie de savoir si une tumeur est cancéreuse ou pas cancéreuse. Le dilemme du médecin, c'est de se dire, est-ce que je préfère dire à mon malade qu'il a quelque chose alors qu'il n'a rien, ou est-ce que je préfère lui dire qu'il n'a rien alors qu'il a quelque chose ?
J'aimerais pas être à leur place et je sais pas quelle est la bonne réponse à cette question-là. Donc voilà, bref. Vous voyez qu'on peut faire varier comme ça, et inversement, si on dit non, on veut pas de faux négatifs, on veut passer à côté de personne, et ben on va minimiser le nombre de faux négatifs. Alors là, par contre, effectivement, on fait varier le nombre de faux positifs. Donc là, on va appeler des gens qui n'étaient pas intéressés. Mais bon. Ok, donc voilà. Le seuil, ok, on va le faire varier. Donc si on le met par exemple à 0,23, eh bien, on va considérer qu'en dessous de 0,23, la prédiction vaut 0, au-dessus de 0,23, elle vaut 1. Okay, donc on comprend intuitivement que voilà, on va générer plus de faux positifs forcément. Okay, donc voilà, l'évaluation a été faite, donc on peut sauver ce réglage-là. Et puis, une fois qu'on est satisfait de ce modèle, alors revenons sur les modèles. Okay, une fois qu'on est satisfait du modèle, évidemment, on va pouvoir s'en servir. Donc on peut s'en servir de deux façons, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. On peut s'en servir soit en faisant des prédictions en mode batch. Donc très bien, là on va me dire il faut faire une data source, donc on va me demander une data source qui va contenir des échantillons de données sans la fameuse attribut, puisque c'est bien le but, on veut le prédire. Donc ma colonne, là, il va manquer une colonne et c'est ça qu'on va prédire. Donc on upload cette data source là, et puis Amazon ML va passer échantillon par échantillon, prédire une valeur et écrire les résultats dans S3. Okay, donc on peut faire du batch, et ce qui est plus rigolo, c'est évidemment de faire du temps réel. Okay, et donc ici, alors je l'ai fait, donc je ne vais pas l'effacer, mais ici il y a un bouton qui s'appelle Create Endpoint, sur lequel vous appuyez, et mes collègues ici peuvent témoigner que en 2 minutes maximum, on a le endpoint, et donc effectivement, j'ai une URL qui va me permettre d'invoquer mon modèle. Okay, voilà. Donc voilà Amazon Machine Learning, vous voyez, et on va faire évidemment la prédiction dans une minute, et voilà, voilà comment fonctionne Amazon Machine Learning. Vous voyez, quand je dis que c'est l'autoroute, c'est l'autoroute. Donc si vous avez des problèmes qui sont des problèmes qui sont des problèmes de régression ou des problèmes de classification, que vous arrivez à formuler un dataset propre dans S3 ou à l'extraire de Redshift, etc., en 2 ou 3 appels d'API ou 2 ou 3 clics, vous entraînez un modèle et vous le publiez. Alors bien sûr, comme je disais tout à l'heure, tous les problèmes ne rentrent pas là-dedans, mais pour ceux qui rentrent là-dedans, c'est vraiment la solution la plus simple et elle ne nécessite, vous voyez, aucun développement. Je n'ai écrit aucune ligne de code. Je perds mes mots. Je me suis contenté, merci. Bugué là. Je me suis contenté d'uploader mes données, de choisir quel type de modèle je voulais construire et de le construire. Okay. Donc, j'ai mon endpoint. Maintenant, comment est-ce que je m'en sers? Alors, on va basculer. On va quitter Firefox un instant. Et donc ici, j'ai écrit un petit bout de code, donc là, qui est en Java, mais bien sûr, vous pourriez le faire en Python ou n'importe quoi, enfin n'importe quel langage supporté par nos SDK. Et donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va récupérer, donc j'invoque ce programme avec l'identifiant du modèle que je veux utiliser, donc c'est un argument ligne de commande. Je récupère un client sur Amazon Machine Learning, qui est dans la région irlandaise. Je vais lui demander de décrire tous les modèles existants, pourquoi pas, un exemple d'API Amazon Machine Learning. On va itérer sur ces modèles. Et puis, si je trouve celui qui m'intéresse, celui que j'ai passé en ligne de commande, l'identifiant du modèle que j'ai passé en ligne de commande, je vais afficher un ensemble de propriétés sur ce modèle. D'accord ? C'est un peu plus simple. Je vais afficher les propriétés du endpoint. OK ? Et puis ensuite, je vais faire ma prédiction. Donc, je vais construire une requête de prédiction. OK ? Je vais l'associer au endpoint du modèle. Ensuite, je vais construire l'échantillon de données, ce que je veux prédire. D'accord ? Donc là, je construis un record qui va avoir donc les 20 attributs, les 20 premières colonnes de mon dataset. Et puis, je vais envoyer ma requête. Voilà. Okay ? Alors là, évidemment, j'ai mis des valeurs en dur. On ne ferait pas ça. On est d'accord ? Donc, non, parce que quelqu'un... Pour la petite histoire, parce que j'aime bien les anecdotes, j'ai montré ça il y a quelques temps à quelqu'un qui était un spécialiste, soi-disant, et qui me dit « Ah bon, donc à chaque fois il faut réécrire le programme ?» Je fais « Oui, bon. » Je ne cache pas que c'est... Voilà.
Cette personne a perdu en crédibilité à mes yeux. Bon, bah, c'est une petite pique. Mais voilà, on les aime tous. Donc ici, évidemment, on met des valeurs en dur parce que c'est un exemple, mais ça, c'est des choses qui viendraient peut-être de RDS ou de Redshift ou d'un formulaire sur un site web. Hein, d'accord, on est bien d'accord que l'objectif, ce serait d'avoir des données dynamiques. Non, mais je préfère expliquer parce que parfois les gens sautent à des conclusions un petit peu hasardeuses. Bref, et donc ensuite, on va prédire. Donc là, on va pousser cet échantillon sur l'API. Et eh bien, on va afficher le résultat de la prédiction. Voilà. Tout simplement. Donc vous voyez, là, il y a 93 lignes de Java. Je pense qu'en Python, on le ferait en 20 lignes. Mais j'aime bien Java quand même. Mais en tout cas, il n'y a aucune complexité. Voilà. C'est vraiment, je récupère le modèle, je récupère son endpoint, je construis l'échantillon, bam, je l'envoie. Ouais, c'est vraiment la différence sur ce qui est... Là, on est sur un seul environnement, c'est-à-dire que les données étaient sur S3, donc le lake est sur S3, l'environnement du data scientist est aussi sur AWS, et le développeur qui doit intégrer ça a tout à disposition aussi dans le même environnement. Ce qui fait que dans un mode où on commence par définir le problème métier qu'on veut résoudre et qu'on veut définir une première solution très rapidement, le fait d'être dans un unique environnement permet en quelques minutes d'avoir un premier service qui tourne. C'est-à-dire que là ces données que je vais prédire, je pourrais aller les chercher dans une copie de la base de prod. C'est-à-dire que si mes données clients étaient dans RDS, je demanderais à mon admin ou à mon DevOps, ou je le ferais moi-même si j'avais les droits, je créerais un snapshot de la base de prod, et puis j'irais piocher des données dans cette base, et puis je me dirais, tiens, voilà, sur des vraies données prod, exactement ce que tu disais, pas sur un environnement, pas une sandbox, etc., sur des vraies données qui pourraient être directement tirées de la prod, comment est-ce que se comporte mon modèle? Ce qui permet effectivement de tester en vrai, en grandeur nature, et pas de jouer avec un petit dataset de test pour me rendre compte qu'après, lorsque je saute de l'environnement data science à l'environnement prod, ça marche plus pareil, parce que effectivement les conditions ont changé. Donc ça c'est vraiment, non, ce qu'on l'a dit tout à l'heure, ce fossé là entre l'environnement d'exploration et l'environnement de production, c'est sans doute une cause d'échec énorme dans les projets de complètement. des Ça a projets de beaucoup de machine learning. désillusions Voilà. au niveau du business. Ouais. Chez moi ça marche, super, on fait une Ouais. présentation, on fait un super slide avec des beaux résultats, puis après on le met en prod et puis ça marche pas parce que c'est pas les mêmes règles du jeu. Donc ici effectivement, tu as raison de le préciser, Sylvain, on est dans le même environnement et on pourrait travailler avec les vraies données. Allez, on va quand même exécuter ce truc là, on va voir le résultat. Donc ici je l'exécute depuis mon poste, donc je ne m'attends pas à des performances phénoménales. Donc voilà, j'affiche mon modèle. Donc j'ai bien son identifiant. Alors ici c'était un modèle de classification binaire parce que j'avais déclaré mon attribut comme une catégorie. Je vois que la data source qui a servi à faire le training, c'est bien ça. Le modèle est prêt, c'est une bonne nouvelle. Le endpoint est celui-là, il est prêt. Et par défaut, il accepte 200 requêtes par seconde. Bon, c'est la valeur par défaut, si on a besoin de la monter, on la monte, c'est pas un problème. 200 par seconde, c'est déjà de bonne prédiction. Alors je vois le temps de ma requête, 296 millisecondes, mais une fois de plus, c'est très long. Mais je le fais depuis mon Mac, je traverse un réseau plus ou moins hostile jusqu'à la région. Je vois Hugo qui dit oui. Un réseau plus ou moins hostile jusqu'à la région irlandaise, donc ça prend du temps. On a un SLA sur ce service qui est que la prédiction doit prendre moins de 100 millisecondes à l'intérieur de la région. D'accord ? Donc si j'avais déployé ça sur une instance EC2 en Irlande et que j'avais fait le même finalement le même appel, j'aurais quelque chose d'inférieur à 100 millisecondes. Et donc je vois mon résultat. Alors le score brut qui a été prédit, c'est donc 0,05. Bon, et en fonction du réglage du modèle, on considère que ici c'est un 0. Donc eh bien ce sample-là, cette personne-là, n'est pas un bon candidat pour mon offre marketing. Voilà. Okay. Donc, vous voyez à quel point c'est simple ici de passer de l'environnement j'expérimente, je bricole, je teste mes modèles, à je le déploie en prod. Je dirais le problème est réglé. C'est vraiment c'est souvent un des points auxquels on ne pense pas, on se concentre.
on est obsédé par les algos, les paramètres, les algos, les paramètres, mais de mon expérience, la difficulté, c'est comment est-ce que quelque chose qui marche dans un environnement de test, ou en tout cas d'expérimentation, comment on fait pour qu'il marche dans un environnement de prod de manière scalable, de manière sécurisée, de manière hautement disponible, hein, on n'en a pas parlé, mais c'est une API, elle risque d'être appelée par votre appli mobile ou votre appli web ou un back-end quelconque. Il faut que ça marche, quoi. Sans avoir à recoder quoi que ce soit. Et sans avoir à recoder quoi que ce soit. Là, le déploiement, c'est un appel d'API. C'est un appel d'API et c'est tout. Ok ? Donc voilà ce qu'on peut montrer rapidement sur Amazon ML. Alors juste pour finir, quelques motifs, parlons français, d'architecture. Et on va essayer d'afficher plein écran, ça serait mieux. Voilà. Alors, vous vous souvenez, tout à l'heure, on a montré la vision globale du machine learning. Donc, je voulais quand même repréciser ce que couvre Amazon ML. Alors, le cœur du service, c'est vraiment l'entraînement, l'évaluation et le déploiement. C'est ce qu'on vient de faire. D'accord ? On a des capacités limitées de visualisation de données. Je ne vous les ai pas montrées, mais on peut explorer un peu le dataset. On peut voir la distribution des données à l'intérieur du dataset, etc. On peut voir s'il y a des valeurs manquantes. Bon, mais ça reste, on va dire, simple et sans doute, soyons précis, sans doute insuffisant. Il faut sans doute des outils complémentaires pour bien comprendre son dataset. Bon. De mon point de vue, ça permet de faire peut-être un sanity check, comme on dit, de dire ok, voilà, bon, mes données, ce que je suis en train d'uploader là, ça a à peu près la bonne tête, oui, ok, c'est à peu près ce que je m'attendais à voir. Mais je pense qu'en amont, il faut aussi d'autres outils, il faut d'autres outils de visualisation. Bon, sur le feature engineering, on a quelques possibilités, mais là aussi, on n'a pas toute la richesse qu'on pourrait avoir si on codait soi-même ou si on transformait soi-même ces données. Voilà, donc ça, mon conseil, c'est plutôt de le faire en amont. De le faire peut-être avec EMR, de le faire peut-être avec Redshift. Voilà, en tout cas, de transformer les données et de combiner les features ou d'extraire les features, mais en dehors d'Amazon ML qui fournit un support assez limité pour le faire. Bon, et puis pour le monitoring et le debugging, alors on a du monitoring avec CloudWatch, comme sur tous les services AWS, mais ça reste un monitoring plutôt orienté service et plutôt orienté infrastructure. Donc on n'a pas un monitoring très fin des prédictions, etc., etc. On n'a pas l'équivalent d'un log détaillé de prédiction. Bon, maintenant, étant donné que le service est robuste, qui marche, etc., bon, on n'a pas vraiment besoin d'aller débugger. Une fois que le modèle est déployé, voilà, il marche. Bon, voilà. Mais vraiment, une fois de plus, le cœur du service, c'est vraiment plutôt ces trois boîtes-là. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on peut faire des prédictions en mode batch. Donc, un cas d'utilisation, ça pourrait être de dire, j'ai mes données brutes dans S3, j'ai mes logs, j'ai mon data lake. Je vais l'ingérer dans EMR, je vais faire de l'agrégation, je vais joindre mes données, etc. Je vais remettre les données travaillées dans S3. Et puis, là, je vais les ingérer dans Amazon ML, qui va faire des prédictions, qui va les repousser les résultats dans S3. Et puis, c'est là que mon application va venir les chercher. Donc du batch, ça peut très bien convenir pour des applications qui n'ont pas de contraintes de latence particulière. Pour de l'agrégation on va dire du back-office pur et dur. Voilà un exemple d'utilisation avec Redshift. Donc on pourrait avoir des données qui sont structurées. Vous avez vos données clients, revenons à ça, des données clients qui sont dans Redshift, que vous avez travaillé dans Redshift. Vous les ingérez dans Amazon ML, comme on l'a vu, parce que Redshift est une des sources possibles. Vous mettez vos prédictions dans S3. Vous pourriez les recharger dans Redshift, pourquoi pas. Et votre application pourrait bien soit aller chercher les prédictions dans Redshift, soit aller les chercher dans S3. Là aussi, ça dépend un peu du cas d'usage. Mais je trouve que la combinaison Redshift et Amazon ML est assez intéressante. Parce qu'on peut vraiment avoir... on va dire, les données classiques de l'entreprise dans Redshift, aller en extraire une partie pour faire du prédictif, remettre les résultats de prédiction dans Redshift, et puis continuer finalement, ne pas avoir à modifier l'application, ne pas avoir à aller chercher des prédictions directement dans Amazon ML. Bon. Alors on peut effectivement aussi, comme je vous l'ai montré, invoquer directement Amazon ML à partir d'une appli. Voilà, je vous ai montré comment le faire, c'est tout simple. Puis un autre cas auquel on pourrait penser, c'est de déclencher des appels prédictifs via des invocations de fonctions lambda.
Donc ici, on a un exemple avec Amazon DynamoDB. Donc il y a un feature de DynamoDB qui s'appelle DynamoDB Streams, qui permet d'invoquer une fonction lambda lorsque des écritures sont faites dans DynamoDB. Donc on pourrait dire, tiens, une nouvelle écriture dans DynamoDB, je déclenche une lambda qui utilise ces données pour faire une prédiction avec Amazon ML, réécrit le résultat dans DynamoDB, et puis mon application trouverait tout dans DynamoDB. Voilà. La lambda peut aller, elle aussi, faire des prédictions. Et puis, on a bien sûr donc, la solution de Predixis, qui va aller au-delà de ce que sait faire Amazon ML, en automatisant finalement beaucoup plus largement les opérations liées au machine learning. Alors, je vous laisse en parler. Sylvain, tu veux commencer? Oui. Avant peut-être de rentrer dans le détail d'automatisation, c'est vrai que l'autre objectif de Predixis, c'est de répondre aux besoins des utilisateurs métiers, donc les chargés d'études marketing, les actuaires, qui eux vont avoir besoin aussi d'écrans de compréhension de ce qu'a trouvé la machine, l'intelligence artificielle, comprendre les drivers, ce qui explique un comportement d'achat, un comportement de churn, un comportement frauduleux, comprendre à un niveau macro, mais aussi de le comprendre au niveau individuel, c'est-à-dire qu'est-ce qui explique le fait que pour telle personne, la machine considère qu'il y a un risque plus élevé d'avoir un comportement frauduleux, sur quels sont les facteurs explicatifs pour chacun des individus. Donc ça c'est un des points, on va dire, globaux qui différencie Predixis AI d'Amazon ML, c'est-à-dire les utilisateurs finaux. Et après, en termes de features complètement très machine learning, c'est effectivement la capacité aussi à travailler directement à partir de données structurées venant de plusieurs sources de données différentes. Ouais, donc cette fameuse partie en amont là, dans le cycle du machine learning, qui n'est pas traitée par Amazon ML, alors comment est-ce que vous y répondez? Alors finalement, en ayant une approche machine learning, mais que l'utilisateur ne voit pas, puisque le but c'est de permettre à l'utilisateur de répondre à son problème business, pas qu'il fasse du machine learning, mais on le fait pour lui. Donc on a une approche machine learning qui consiste à explorer l'ensemble des possibles sources, de générer l'ensemble des possibles variables descriptives d'un comportement venant de ce que l'utilisateur fait sur le site web, des contacts que l'utilisateur a eu avec le centre d'appel, la manière dont l'utilisateur a réagi aux campagnes email qui lui ont été envoyées. Voilà, c'est à travers un algo qu'on va générer des signaux à partir de ces différentes sources et les évaluer avec une approche machine learning, comme tu disais tout à l'heure, régularisée, c'est-à-dire généralisant bien sur de nouvelles données. Voilà. Et donc en gros, pour qu'on comprenne bien, vous allez vous connecter aux différentes bases ou aux différents data warehouses de l'entreprise. Vous allez aller piocher les tables qui contiennent potentiellement les bonnes infos. Et puis vous testez, je vais le dire avec mes mots, qui ne sont pas les bons, mais vous allez tester toutes les combinaisons. Vous allez tester toutes les combinaisons, vous allez trouver la combinaison de features venant de ces 50 bases et de ces 200 tables, et vous allez trouver finalement automatiquement la bonne combinaison de features, celle qui va délivrer la plus grande valeur métier. Donc vous automatisez l'extraction des features et le feature engineering. C'est ça. Et qui après s'injecte dans un algo de machine learning tel que Amazon ML si tu veux, ou alors le nôtre, mais ça va préparer et donner de la richesse en amont, comme tu le montrais dans ton... D'accord. Oui, donc c'est ça. Donc je continue à être un peu simpliste, mais donc le fameux CSV, à la limite, vous allez le fournir. Il va être peut-être immensément complexe parce qu'il est issu d'une combinatoire très riche, mais finalement, je dirais l'utilisateur s'en fiche, puisque il n'a pas à le voir. Amazon ML, lui, va l'ingérer et va faire le modèle. Ouais, complètement. Ok. Ouais, c'est exactement ça. Ce qui fait gagner beaucoup de temps dans la partie de préparation de données, en fait. Et c'est comme ça qu'on arrive à... Parce qu'à chaque fois que j'entends parler de vous, on parle en jours chez vous. On parle pas en mois, on parle en jours. On est allé chez le client, en 2 jours, on avait des résultats. Oui, complètement. Parce que le client va définir son problème business, comme tu disais, et ça, on n'y coupe pas. Et à partir de ce moment-là, il injecte, à partir de son S3, Chief, etc., les données dans Predixis AI, et Predixis AI va lui automatiser le travail, et derrière, il peut faire la prédiction avec Amazon Machine Learning ou Predixis, suivant son souhait, en fait. Et donc, ça va très très vite, c'est même une demi-journée pour avoir les résultats. Comme tu disais, Sylvain, en fait, du coup, vous pouvez parler
vous parlez aux métiers, vous parlez aux utilisateurs finaux, qui eux vont vous décrire leurs problèmes métiers, leurs problèmes business, et finalement vous raccourcissez complètement, vous compressez toute la phase d'analyse qui en temps normal peut prendre des semaines voire des mois, et qui chez vous devient effectivement une journée ou 2 journées, et donc vous leur donnez les réponses en automatisant la data science, pour dire les choses clairement. Eh bien, vous arrivez à leur fournir des résultats en 2 jours. Et le métier peut valider la démarche parce que la machine lui présente des drivers, des causes qui lui parlent. Oui, voilà. D'accord. Ok. C'est effectivement la même promesse qu'AWS-ML, c'est-à-dire rapidement passer d'un data mart ou d'un Redshift ou d'un RDS à le modèle que je vais pouvoir déployer et utiliser pour répondre à ma connaissance métier et pour aller très vite sur une première solution intégrant un maximum de sources de données, donc de signaux explicatifs du comportement. Voilà, et on l'a dit tout à l'heure, vous avez des clients dans le monde, on peut les reciter peut-être pour les gens qui n'étaient pas là au premier webinaire. Assurance, on a le Banque Postale, Assure One, Assure People, Natixis, on a des clients dans l'industrie, on a des clients dans la finance aux États-Unis, enfin, dans divers domaines. Alors dernière question peut-être avant de passer de répondre aux questions de nos auditeurs, comment est-ce qu'on teste ? C'est très facile sur la marketplace, en 3 clics et le produit se met dans le VPC du client et c'est un test justement qui permet directement et sans coût important de tester le machine learning. On est c'est un peu comme Amazon, à des fractions du prix des approches classiques. Parce que le machine learning, ce que je dis, doit simplifier la vie du business et non pas la rendre plus complexe. Se dire, ah là, je ne connais pas. Non, ça doit servir au business et ça ne doit pas être coûteux. D'accord. Ok, donc si vous êtes client AWS, vous allez dans la marketplace AWS, vous cherchez Predixis, vous allez trouver l'AMI correspondante. Effectivement, en quelques clics, vous allez la lancer. Vous testez donc pour $8 de l'heure, c'est ça. Et puis, si ça vous plaît, très bien, continuez à vous en servir. Si ça ne vous plaît pas, vous arrêtez, ça vous aura coûté $8 de l'heure. Puis n'hésitez pas à vous rapprocher des équipes de Predixis. Qui peuvent aussi vous aider à démarrer, à mettre en place et à aller plus loin dans votre recherche. Mais vraiment, je trouve que c'est un produit qui est super intéressant. J'aime pas faire de pitch produit, je le fais rarement. Et les gens qui me suivent sur les webinaires le savent, c'est vraiment exceptionnel. Là, je le fais parce que vraiment, vous comblez un manque. Et moi, je l'ai vu marcher, cette solution. Et effectivement, c'est un accélérateur pour les projets de machine learning et un démystificateur de machine learning que je trouve extra. Voilà, donc j'encourage tout le monde à le tester et je précise, je n'ai aucune action chez Predixis. C'est un client que je respecte comme tous les clients, qui a une solution innovante et je pense qu'elle peut servir au plus grand nombre. Et c'est tout ce que je dirais là-dessus. Et merci beaucoup. Merci. Voilà, quelques ressources pour finir. Donc les liens sur la page d'Amazon ML, le blog IA ML de Machine Learning, donc le site de Predixis, et puis mon propre blog sur Medium. Plutôt orienté deep learning ces temps-ci, c'est un peu mon obsession du moment, mais il faudrait que je me remette à faire un peu de machine learning traditionnel. Je vais peut-être mettre des feuilles Excel, je vois que ça a du succès, donc voilà, au lieu d'écrire du code Python, je vais peut-être me remettre à Excel, et si ça aide les gens à comprendre le machine learning, c'est très bien, c'est tout ce que je demande. Voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je vous remercie tout de suite, messieurs, de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci. Merci pour votre temps. C'était vraiment, vraiment intéressant de vous avoir. Et eh bien, nous allons répondre à vos questions. N'oubliez pas, je vais fermer Eclipse. N'oubliez pas le sondage, donc de 1 à 5. 5, vous êtes très content. 1, vous êtes mécontent. Et on va commencer à regarder les questions. Alors, il y a une série de questions sur Amazon ML. Pardon. Alors, un modèle généré est-il exportable hors AWS? Alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent et la réponse est non. Donc c'est un service managé et le modèle doit être utilisé au sein d'Amazon ML. On parlera plus tard cette semaine de... Pardon, je vais fermer mes mails. On parlera plus tard cette semaine... Non, il n'y avait rien de confidentiel, ça. On parlera plus tard cette semaine d'un service qui est sorti à reInvent cette année, qui s'appelle Amazon SageMaker, qui est un autre service managé
de machine learning et deep learning, qui lui nécessite du développement, mais qui est beaucoup plus généraliste, on va dire, et beaucoup plus puissant qu'Amazon ML, et qui lui va permettre d'exporter les modèles. Donc sur Amazon ML, je vous l'ai dit, l'objectif est d'être simple et d'être... c'est l'autoroute, d'accord? Donc on a fait des hypothèses, on a vraiment voulu faire les choses simples. Donc il y a plusieurs questions sur quel type d'algo sont disponibles sur Amazon ML. Donc je récapitule, il y a 2 classes de problèmes qui sont adressables par Amazon ML. Donc il y a la régression linéaire, c'est-à-dire la prédiction d'une valeur numérique, d'accord? Je parle sous le contrôle des experts, faites-moi les gros yeux si je dis des âneries, mais ça va quand même. Je ne suis pas très fort en machine learning, mais ça je sais. Et la classification, donc soit une classification binaire, soit une classification multiclasse. Alors multi au sens supérieur à 2. Okay, donc je vois des questions, est-ce qu'on a des réseaux de neurones, est-ce qu'on a des choses comme ça? Non, Amazon ML c'est régression linéaire et régression logistique finalement. Okay, donc ce qui sont les 2 principaux cas de machine learning sur lesquels on tombe souvent dans les entreprises. Et donc pas d'autres algos. En revanche, lorsqu'on parlera de SageMaker, vous verrez que dans SageMaker, on a beaucoup plus de choix, mais dans SageMaker, il faut écrire du code. Okay, donc on n'est plus tout à fait sur l'autoroute, on est sur, je ne sais pas sur quoi on est sur la nationale, on va dire. Voilà, c'est une très belle nationale, c'est une belle 4 voies. C'est une belle 4 voies. Voilà. Mais de temps en temps, il y a des virages et il faut savoir les négocier. Hein. Alors oui, une question de Florian qui me dit, tu as dit qu'il y avait RDS comme source, mais on voit que S3 et Redshift. Alors effectivement, donc j'ai pas dit d'ânerie, la console, pour des raisons qui me dépassent, ne gère que S3 et Redshift. RDS est utilisable dans les API. C'est-à-dire que quand vous créez une data source avec les API d'Amazon Machine Learning, vous pouvez utiliser RDS. Ça n'a jamais été ajouté dans la console. Bon, je ne sais pas pourquoi, je suis désolé. C'est comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, une question de Vincent. Il me semble que AWS Glue est un service qui viendrait bien se coupler à Amazon ML. Est-ce que je me trompe? Alors non, pas du tout. Donc Glue, c'est un service d'ETL qui a été lancé à reInvent l'année dernière, donc qui va vous permettre de créer un catalogue de données, de faire de l'extraction, de faire des transformations, de réingérer les données dans d'autres backends, etc., etc. Et effectivement, bon, j'ai failli le montrer et j'ai pensé que j'aurais pas le temps et je me rends compte que j'ai eu raison parce que j'aurais pas eu le temps. Mais c'est vrai que ça se marierait très bien. Le fait justement de faire les transformations de données, l'ETL en amont, hein, de republier un résultat agrégé, consolidé dans S3, et de construire le modèle à partir de ces fichiers-là. Donc c'est une très bonne remarque. Effectivement, si vous avez des problématiques de transformation de données, multi-sources, multi-formats, etc., Glue est un service intéressant. Bonne question de Vincent. Alors, une question de Maxime. Au fur et à mesure que des données sont ajoutées dans la source, est-ce qu'on peut réexécuter le machine learning pour qu'il se peaufine? Alors oui, tout à fait. Donc là, c'est tout à fait l'idée. C'est que, effectivement, vous allez tous les jours ou toutes les heures, vous allez continuer à écrire des données dans S3. Et donc l'idée, c'est d'automatiser ça. Donc à chaque fois, vous créez la data source à partir du fichier mis à jour, vous redéclenchez l'entraînement, vous republiez le endpoint, etc. etc. Donc oui, c'est un des points vraiment sympas dans Amazon ML, c'est que tout est basé sur les API. Et tout est basé sur des services qui sont simples. Oui, S3, entre S3 et Amazon ML, il n'y a pas 1000 questions à se poser. Donc oui, l'automatisation du réentraînement est facile à faire. On pourrait même imaginer qu'on a une fonction lambda, hein, puisqu'on peut programmer les fonctions lambda. On pourrait avoir une fonction lambda qui se déclenche toutes les 24 heures et qui redéclenche l'entraînement via les API, etc. etc. Donc l'idée, c'est évidemment que tout ça marche tout seul. Alors, qu'est-ce qu'on... Alors, il y a une question de Vincent. Comment est-ce qu'un client peut avoir un accompagnement concernant la réflexion d'un concept d'utilisation de machine learning pour son business? Bah, écoutez, je pense qu'à côté, à ma droite et à ma gauche, j'ai les bonnes personnes.
Donc je pense que si vous contactez Predixis, ils vont vous aider à démarrer. Hein. C'est des geeks, mais ils font du conseil aussi. Donc ils peuvent vous aider. Ouais, une dernière, Hugo, allez, une dernière. Une dernière. C'est toujours dur sur les dernières parce qu'elles sont toutes bien. Alors, y a-t-il moyen de tester gratuitement Amazon Machine Learning? Je crois bien que oui. Alors, on va tester ça. On va regarder tout de suite. Donc, il me semble que le service fait partie du free tier. Ah, c'est sympa les pages en allemand. Ah oui, parce que c'est mon VPN. Alors, on va passer en anglais, je pense que ça sera mieux. Est-ce que j'ai dit une bêtise? J'étais convaincu qu'on était dans le free tier avec Amazon ML. Ya. Tout le monde parle allemand, bien sûr. Alors, on va voir, j'ai peut-être dit une bêtise. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le free tier, c'est un niveau d'usage gratuit dans les 12 mois qui suivent la création de votre compte. Donc, pendant les 12 mois qui suivent la création du compte, vous pouvez utiliser tous les services qui sont ici, gratuitement, dans les limites indiquées, évidemment. Et j'ai été à peu près sûr qu'il y avait Amazon Machine Learning, mais si j'ai dit une bêtise, alors ce ne sera pas la première fois. Non, eh ben il n'y est pas. Ah, bah, zut, voilà. Il y a été à une époque, j'en suis sûr. Eh ben il n'y est plus. Ben non, je suis désolé. Je suis désolé. Donc c'était une bonne question puisque je ne connaissais pas la réponse. Merci. Non, donc non, désolé. Amazon ML n'est pas dans le free tier. Bon, ceci étant dit, le coût d'usage du service est vraiment faible. Vous voyez l'entraînement, hein, on parle de 42 cents par heure d'entraînement. Si vous entraînez pendant 10 minutes, comme on l'a fait là, hein, ça coûte 4 cents. Et puis après, bon, sur les prédictions, c'est 1 cent pour 1000 prédictions. Donc il y a moyen de le tester à moins d'$1. Hein. Voilà. Bon. Après, faites attention, ne déclenchez pas 10 millions de prédictions. Mais le test est effectivement peu coûteux. Voilà. Désolé, pas de test gratuit sur Amazon ML. Mais c'était une bonne question. Hugo me fait les gros yeux, je crois qu'on a fini. Qu'est-ce que j'oublie? Rien. Donc, écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. J'espère que vous serez au rendez-vous demain. Vous avez le programme, puisque j'ai vu une question là-dessus. Vous avez la liste des événements, si j'arrive à les retrouver, qui est en ligne. Voilà. Et vous avez le programme de la semaine. Donc si vous voulez voir le programme des autres webinars, vous le trouverez sur le site. Voilà, donc je suis allé sur aws.amazon.com/fr/events. Vous avez dû y aller pour vous inscrire. Et là, eh bien, vous avez le détail. Donc demain, on parlera d'Hadoop, on parlera de MR, on parlera de Spark. On va essayer de faire des démos autour de ça, Spark, Machine Learning, etc. Mercredi, on commencera à aborder le Deep Learning. Jeudi, on se concentrera sur de la reconnaissance d'images et d'autres âneries, et j'amènerai des gadgets. Donc voilà, ratez pas ça. Et vendredi, on parlera des nouveautés annoncées à reInvent, et Dieu sait qu'il y en a eu. Et on zoomera beaucoup sur SageMaker, qui est certainement le futur du machine learning et du deep learning sur AWS. Voilà les programmes. Et donc tout ça eh bien, sera publié sur YouTube au fil de l'eau, le plus vite possible, par Hugo, n'est-ce pas Hugo? Qui ne dort pas la nuit, comme moi. Donc voilà, 24 heures sur 24, on va faire de l'IA, du machine learning cette semaine. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci encore à Jean-Louis et à Sylvain de Predixis. Merci. Et donc rendez-vous demain pour 2 autres webinars. Et bonne soirée.